Le 1er mars 1957, dans le cadre d'une série de mesures visant à réduire le nombre de chiens errants, le centre sanitaire de Meguro fit répandre dans les rues à la faveur de la nuit des appâts contenant de la strychnine et les fit ramasser au lever du jour. La dose de poison que contenait chaque appât était fatale pour un humain. Par mesure de précaution, des avertissements de couleur rouge furent disposés à proximité et une équipe patrouilla toute la nuit dans le secteur concerné. Isao Imagawa, dans son ouvrage intitulé « Histoire contemporaine des chiens », écrit qu'en vertu de l'article 10 de l'ordonnance sur les chiens de compagnie promulguée en 1873, les propriétaires de chiens sont tenus d'achever un chien atteint de la rage, ce qui dans les faits autorisa n'importe qui à tuer tout chien qui aurait mordu une personne. Toutefois, les Occidentaux résidant alors au Japon s'insurgèrent contre l'extermination des chiens, ce qui mena à la décision de mener ces actions à bien entre le crépuscule et l'aube. L'histoire se répète. Le massacre des chiens avait une fois de plus lieu à la faveur de la nuit, qu'on ait recours à des appâts empoisonnés ou au dioxyde de carbone. Quant à la population, elle n'était au courant que des résultats chiffrés de ces mesures. Les statistiques croisées du nombre de chiens de compagnie et des cas de rage permettent d'observer des phases d'augmentation au moment de la mort des empereurs Meiji en 1912 et Taisho en 1926. Inversement, le nombre de chiens infectés décroît de manière significative pendant la décennie où le pays s'investit dans la guerre, entre l'incident de Mandchourie et la guerre du Pacifique. C'est pendant ces années que les chiffres atteignirent leur niveau le plus bas, ce qui établit de manière indéniable le poids de variables historiques et sociales sur ce phénomène. Le martyre des chiens ne cessa toutefois pas avec la défaite. À compter de 1963, le nombre de chiens errants capturés dans Tokyo connut une nouvelle croissance, qui se poursuivit l'année suivante, l'année même où furent tenus les Jeux Olympiques de Tokyo, 1964. Les nouvelles mais stériles valeurs de paix et démocratie furent érigées en dogme, tandis que tout ce qui pouvait faire référence à la période de l'après-guerre était précipité dans les oubliettes de l'histoire. Il s'agissait alors de donner un nouveau cap au récit national. Le scepticisme de la population à l'égard de ce caviardage de l'histoire fut très faible. Chacun sembla tacitement accepter cette manœuvre, préférant nourrir le rêve contenu dans ce changement de cap, d'échapper pour de bon à la pauvreté et de faire sien ce mode de vie marqué par l'abondance qui émergeait. Les Jeux Olympiques de Tokyo représentaient un avant-goût de cet idéal de paix, de démocratie et d'abondance, vers lequel tout Japonais était tenu de tendre. Cet événement national devait servir à exposer ce nouvel objectif au monde entier. La machine était lancée, et nul ne pouvait plus s'opposer à la marche de l'histoire. Ainsi commença l'éradication de tout ce qui symbolisait l'après-guerre. Les fossés furent comblés, les échoppes en plein air des restaurateurs furent démontées, et le fait d'uriner en public fut qualifié d'acte barbare. La nation japonaise était à nouveau plongée dans le cauchemar de l'unification forcée sous un étendard. À cette différence près que les slogans « La victoire avant tout » ou « 100 millions de boules de feu » avaient été remplacés par cet extrait de l'hymne officiel de la manifestation « Vivons les Olympiades côte à côte ». Les chiens errants, tels des agneaux sacrificiels, furent exterminés sur l'autel de la prévention épidémique. Tout ce qui ne se conformait pas au discours officiel était qualifié de résidus de l'après-guerre dont il fallait régler le sort. Rien d'étonnant alors à ce que les chiens errants qui vagabondaient librement dans les rues et y déféquaient en toute innocence fussent traités sans pitié. C'est fameux.
Un bol de nouilles standard, 60 yens. Ici, on paye d'avance, normalement. La cuisson des nouilles est au poil. Je vous fiche mon billet que vous avez appris votre métier auprès d'un grand nom de la nouille. Disons que j'ai roulé ma bosse. C'est sûr que je vois mal un type comme il faut cuisiner des nouilles à une heure pareille et dans un endroit pareil. Je ne parle même pas de servir à une heure pareille. Vous êtes de Tokyo? Hein? Ouais. Vous êtes en cavale? Vous voulez que je vous raconte? Selon Inukai, les jérémiades d'Inumaru le pleurnichard sont moins des supplications, au sens où on l'entend communément, qu'une façon de remporter la main. J'ai fait une sacrée trotte pour venir prendre des nouvelles de mes parents, mais tout ce que j'ai trouvé, c'est les restes d'un énorme incendie. Une histoire malheureuse, plus que plausible, destinée à abuser de la générosité d'autrui. L'essence des escroqueries accomplies par Inumaru peut être rapprochée de la vie des vagabonds vivant de ce que leurs jérémiades leur permettent de gagner. Je ne peux pas vous déballer toute l'histoire. Désolé, mais je vais faire court. Je vous écoute. La suite? Comme je vous l'ai déjà dit, mon histoire parle de Tokyo. Enfin, je passe le début. Sachez simplement que, pour arriver où j'en suis aujourd'hui, je me suis battu. J'ai survécu à des incendies, des inondations et des tempêtes. Pour résumer, une chose en a entraîné une autre et je me suis retrouvé en cavale. Gardez votre rhétorique pour vous. Ce que je veux entendre, c'est la fin de l'histoire. Vous n'allez pas être déçus du voyage. Je vais faire court. Et voilà ce que ça donne. Tokyo a bien changé. Plus moyen de pisser sur les réverbères ou contre les murs, ni de manger dans la rue. La ville n'a plus à rougir de ce qu'elle est. C'est plutôt une bonne chose, non? Comme vous dites, Les Jeux Olympiques et tout ça, c'est pas n'importe quoi. on doit à tout prix empocher les médailles d'or. Ouais, voilà pourquoi un crève-la-faim comme moi n'a pas d'autre choix que de tailler la route avant d'être embarqué là-dedans. Bien, trêve de commérage. Si le destin le veut, nous nous reverrons peut-être. Sur ce... Minute. Hein? Il y a quelque chose qui cloche. Faut que je vous dise quelque chose avant que vous partiez. Vous êtes qui, vous? La cruauté du sort n'avait pas épargné ce patron jusqu'ici. Étranger qu'il était aux subtilités de la rhétorique, il voyait la vie soit en noir, soit en blanc. Pour cet homme qui ne faisait pas de compromis, le bien c'était le bien, le mal c'était le mal. Certainement pas le genre d'homme à laisser partir un client qui n'aurait pas payé. Cette façon que vous avez de plaider votre cause, là, vous êtes pas le premier vagabond venu. Inumaru était dos au mur. Personne aux alentours pour assister à la scène. Même le vent s'était tu. Je vous prie de m'excuser par avance si je fais erreur. Mais vous seriez pas monsieur Inumaru? Oui, je suis bien Inumaru. Vous m'offrez quelque chose? Allez, soit. Bouffeur de grenouilles! Espèce de chansu! Sale chien galeux à foie jaune! Depuis que j'ai quitté l'endroit où je suis né, je n'ai jamais été qu'un chien errant. Vous qui vivez au crochet de vos parents, vous ne savez pas ce que c'est que de bouffer du riz froid ou dormir sur un vieux tatami sous un toit qui fuit. Allez, ramenez-vous, salaud de pourri! Il va sans dire que cette scène relève de la fiction et qu'elle a été créée à des fins de divertissement. Mais d'après les études d'Inukai sur des sources de seconde main de ce genre, la particularité des escroqueries d'Inumaru, ou plutôt ce qui définit la spécificité de l'écumeur de Gargote surnommé Inumaru le pleurnichard, peut être résumée comme suit. Fondamentalement, le succès du stratagème d'Inumaru était basé sur sa capacité à faire ressortir les désirs inconscients de son interlocuteur. À ce titre, il était nécessaire que ce soit un perdant qui narre l'histoire de la société de cette époque. Les raisons pour lesquelles il avait fui Tokyo étaient toujours le résultat d'une conjonction de circonstances diverses et variées qui n'avaient pas lieu d'être mentionnées. En d'autres termes, la stratégie des jérémiades mise en œuvre par Inumaru reposait sur du vide. Et c'est bien là ce qui finit par causer sa perte. Bien qu'il semble difficile de croire que c'est parce qu'Inumaru était bel et bien un perdant que ses escroqueries avaient pris ce visage, personne ne peut rejeter cette hypothèse en bloc pour autant. Cette image d'Inumaru prenant la fuite est un motif crucial qui ne saurait être négligé. Et pourtant, ce n'est qu'après qu'Inukai en eut souligné l'importance qu'on cessa de l'ignorer. Jusqu'alors, la seule description qui était faite d'Inumaru était celle d'un escroc de bas étage qui avait raté tout ce qu'il avait entrepris. Nombreux furent ceux qui avaient attribué cet échec à son inexpérience. Mais alors,
comment expliquer qu'on ait à ce point parlé et écrit au sujet d'un escroc de bas étage qui avait raté tout ce qu'il avait entrepris, et inexpérimenté de surcroît? Inumaru finit par devenir l'incarnation même du perdant. Aussi ne le voyait-on jamais accomplir ses escroqueries avec succès et apparaître auréolé de ses succès. Comprendre l'ironie de la chose, c'est appréhender la réalité des escroqueries d'Inumaru. Pour un escroc, l'échec est la preuve d'un manque d'expérience. Cela représente une défaite totale. Mais dans le cas d'Inumaru, et il semble être le seul, c'est par cette défaite totale qu'étaient accomplies les escroqueries. Le point de vue unique d'Inukai sur la question, résultant de son étude du cas d'Inumaru le pleurnichard, est que cette vérité met en lumière une chose. Un écumeur de gargote se réalise lui-même en accomplissant des escroqueries. On peut, à ce stade, signaler une autre singularité de cet écumeur de gargote semblable à aucun autre. Il s'agit d'un élément qui renvoie à la raison d'être d'un écumeur de gargote. Aucun plat en particulier n'avait la préférence d'Inumaru. De nombreux chercheurs affirment qu'il était omnivore. Il se repaissait en effet de tout ce qui passait à portée de sa bouche. Ne s'agissait-il pas pour lui d'une façon de s'identifier aux chiens qu'on excluait des rangs de la société en les éliminant en secret? En retraçant son parcours, on se rend également compte qu'Inumaru fuyait les zones urbaines, à l'image des chiens errants qui évitent d'empiéter sur le territoire des chiens de compagnie. D'après l'enquête menée par Inukai, Inumaru aurait été aperçu depuis Abashiri, à l'extrême nord du pays, jusqu'à Okinawa, à l'extrême sud. L'étendue constatée de son territoire mena certains à émettre une première hypothèse, selon laquelle il existait plusieurs Inumaru. Et une seconde, la théorie de la meute de loups. L'idée selon laquelle plusieurs Inumaru auraient existé est certes séduisante. Les chiens agissent en groupe, et c'est uniquement ainsi qu'ils peuvent se réaliser en tant que chiens. Inumaru aurait alors été une présence, jetée çà et là par son époque. Et si on le considère effectivement comme un membre d'une meute de chiens, contrainte de s'éclipser de l'environnement de l'après-guerre, on comprend alors immédiatement pourquoi il ne marcha pas dans les traces de ses illustres prédécesseurs.